Bonjour à tous, capsule juridique numéro 127 du 27 décembre 2022. Je vais vous parler aujourd'hui de la France, de l'Allemagne et de l'Espagne. En France, tout d'abord, vous avez sans doute entendu et lu fin novembre que le média France Soir s'était vu retirer par la CPPAP, c'est-à-dire la Commission paritaire des publications et agences de presse, son certificat de site d'information politique et générale. Aucune décision individuelle ne lui avait au départ été adressée à ce moment-là, puisque France Soir apprenait la nouvelle et l'information par la presse. J'ignore s'ils ont reçu une décision juste ensuite, c'est un point que je n'ai pas pu vérifier. Ce média a dès lors lancé une procédure en référé suspension pour que cette décision soit suspendue le temps que l'affaire soit tranchée au fond par le juge compétent. François rappelle aussi que dans son jugement de mars 2021, la même CPPAP avait estimé qu'elle remplissait tous les critères d'admission au regard du décret de 2009 qui fixe ces critères objectifs. Un article a donc été publié sur le site de François et j'en mets bien sûr le lien sous cette capsule. L'article nous apprend notamment que l'affaire sera plaidée très bientôt, le 6 janvier, donc en fin de semaine prochaine à l'heure où je vous parle. Et petit extrait de cet article, je cite « François tient à faire part de son inquiétude à propos de l'interférence du gouvernement dans cette décision de la CPPAP qui a choisi de fonder une décision lourde de conséquences financières pour l'avenir de notre journal en sollicitant son avis. » Donc en sollicitant l'avis du gouvernement. Nous rappelons que le rôle de la presse est de servir de contre-pouvoir et qu'il ne relève pas du rôle du ministre de la Santé de s'immiscer dans ce processus de décision censé garantir la séparation des pouvoirs. Jusqu'au XIXe siècle, l'information était strictement contrôlée par l'État, limitant ainsi les possibilités d'un véritable débat public. Le mouvement pour une plus grande liberté de la presse a abouti à la loi de 1881 sur la liberté de la presse, supprimant notamment la censure qui désigne le fait d'interdire un contenu qui critique le pouvoir en place et supprimant le délit d'opinion. Par cette loi, porteuse d'un grand progrès social dans le domaine des libertés, l'information devenait indépendante de l'État. Cette décision de la CPPAP tend à montrer que cette indépendance de la presse par rapport à l'État est aujourd'hui mise à mal. Nous priver de notre agrément revient à nous assécher financièrement, et donc par voie de conséquence à nous censurer. En démocratie, les divergences se combattent non pas par la censure, mais par le biais du débat public, qui repose sur l'information et l'expression de la pluralité des opinions. En démocratie, il est donc possible pour les journalistes et les citoyens de poser des questions, de remettre en question et de confronter les opinions. Fin de citation. L'article est évidemment plus long et je vous invite à le lire au complet et surtout à le faire circuler. La liberté de la presse doit toujours être protégée et mérite qu'on se batte pour elle. Ce sera le cas également si la même mésaventure arrive à un titre de presse dont vous n'aimeriez pas le contenu. Battez-vous pour que le titre subsiste, même si vous ne lisez pas le média en question et même si son orientation, l'orientation de ses articles, le contenu de ses articles ne vous plaît pas. Et merci évidemment à François pour ses combats. En Allemagne à présent, acquittement d'un médecin poursuivi au pénal. L'article qui relaye cette information est un peu embrouillé car il commence par citer, sans en donner les références, un arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne qui aurait confirmé, donc dans une autre affaire vraisemblablement, que, je cite, le pouvoir judiciaire allemand n'était pas indépendant et que les ministres de la justice sont autorisés à donner des instructions au procureur de la République. Fin de citation. Donc en Allemagne toujours. L'intro de l'article précise aussi, sans qu'il soit possible de dire si cela vient de cet arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne non référencée ou d'une autre source, ou bien même de l'esprit du rédacteur de l'article, que, je cite, les procureurs eux-mêmes utilisent des actes de persécution purement politiques contre les juges et les juges, bien sûr, contre les médecins. Fin de citation. Donc ça démarre de façon un peu embrouillée, on ne sait pas trop quel est le lien entre cette référence et l'affaire évoquée en dessous. Cela étant, on apprend malgré tout que le médecin qui avait comparu devant une juridiction pénale en Allemagne avait établi à quelques reprises des certificats médicaux pour dispenser ses patients du port du masque. Le juge aurait indiqué que même si le médecin concerné pouvait s'attendre à ce que certaines des personnes qui lui demandent ces certificats étaient des résistants, le juge parle en fait de penseurs latéraux, mais c'est peut-être une traduction un peu approximative, le juge estimait que ce n'était pas une raison pour autant pour déclarer que leur déclaration n'était pas crédible, donc leur déclaration sur la dangerosité des masques. L'article se poursuit avec une interview des avocats du médecin, ce sont les avocats Andreas Neumann et Schwab, à ne pas confondre évidemment avec son triste homonyme du Forum économique mondial. Et dans cette interview, on apprend notamment que les deux juges qui siégeaient lors de l'audience étaient restés parfaitement objectifs et clairs, ce qui, selon l'avocat qui s'exprime, avait facilité la plaidoirie. On apprend aussi que plusieurs récits médiatiques de propagande de ces 3 dernières années manquaient totalement de fondements factuels.
notamment le fait que si un médecin s'était prononcé contre les mesures sanitaires, ça signifiait nécessairement qu'il délivrait des certificats sans la moindre base médicale, ou le récit de propagande selon lequel les dissidents sont tous des nazis, encore un préjugé à écarter selon les juges. Le journaliste pose ensuite à l'un des avocats la question suivante. Comment avez-vous perçu le procès dans son ensemble et le travail du juge? Et l'avocat, Andreas Neumann, répond ceci. C'est une traduction automatique, donc peut-être un peu imprécise, mais ça donne le ton. Je cite. L'interrogatoire public des patients était inutile et extrêmement discutable. Dans la mesure où ils n'ont pas pu exercer leur droit de refus d'information, le public a dû divulguer les détails les plus intimes de leur santé, bien que le tribunal ne puisse décider que de la justice, et pas des questions médicales. D'autre part, de nombreux patients souhaitaient expliquer eux-mêmes leurs problèmes de santé. Alors que le parquet a parfois même agi de manière manipulatrice et unilatérale et n'a interrogé les témoins à décharge qu'en leur rappelant leur devoir de dire la vérité et en leur posant des questions suggestives, ce à quoi l'avocat s'est opposé, les deux juges professionnels ont recherché la vérité de manière impartiale. J'ai perçu, dit l'avocat en répondant aux journalistes, les deux juges professionnels comme des personnalités fortes qui ne se laissent pas si facilement intimider par un parquet manifestement politisé. Fin de citation. Le médecin concerné par le jugement rendu a donc été acquitté, mais il semble que le parquet ait fait appel. Donc une bonne nouvelle bien sûr, même si l'article aurait vraiment mérité d'être un petit peu plus clair et plus précis, notamment sur les incriminations qui étaient reprochées aux médecins. Alors l'article parle également d'une autre affaire qui n'a pas été soumise aux avocats qui répondent aux questions et sur laquelle il y a quelques détails, le médecin ayant fait l'objet de son côté d'une condamnation assez lourde. Je déduis que c'était une affaire également pour peut-être des faux certificats. Donc de nouveau, un article qui manque un peu de clarté, c'est bien dommage, mais sur le fond, il y a quand même un médecin qui a été acquitté parce que le juge a considéré que ce n'est pas parce qu'il s'était exprimé contre les mesures sanitaires que nécessairement il établissait de faux certificats. En Espagne, enfin, un projet de loi a été déposé et déjà été adopté par les députés jeudi dernier, ayant pour objet de protéger les lanceurs d'alerte. La nouvelle est relayée dans un court article du site The Epoch Times que je vous lis. Je cite. Les députés espagnols ont adopté jeudi dernier en première lecture un projet de loi visant à protéger les lanceurs d'alerte dans les secteurs privés et publics en application d'une directive européenne de 2019. C'est un texte très important en matière de prévention et de lutte contre la corruption, s'est félicitée la ministre socialiste de la Justice, Pilar Llop, devant la Chambre des députés. Ce projet de loi entend protéger les personnes qui, dans un contexte professionnel, détectent des infractions pénales ou administratives graves ou très graves et les communiquent à travers les mécanismes d'alerte prévus dans cette même loi. Le texte prévoit ainsi l'obligation de créer un système d'information interne pour signaler des délits garantissant la confidentialité et permettant l'anonymat. Ce système d'alerte devra être instauré dans toutes les entreprises de plus de 50 salariés, ainsi que dans les administrations publiques, mais aussi dans les partis politiques, les syndicats et les fondations qui perçoivent des fonds publics. Ce texte prévoit aussi un canal d'alerte externe à ces organisations en créant une autorité indépendante de la protection des informateurs. Une série de mesures, notamment judiciaires, vise aussi à protéger de possibles représailles les citoyens dénonçant les délits, y compris de manière publique, ainsi que les journalistes ou leurs sources. Ces mesures visent à préserver des conduites intolérables telles que la rupture de contrat, les intimidations, les traitements défavorables, les dommages faits à la réputation. Ce projet de loi prévoit aussi que des clauses de confidentialité des contrats soient caduques lorsqu'elles limitent le droit ou la capacité d'informer sur ces faits graves. Ce texte devra désormais être adopté par le Sénat. Fin de citation. Donc bonne nouvelle dans l'absolu, même si la protection conférée par ce type de loi n'est pas toujours optimale et a parfois des effets pervers. J'ai tendance à m'en méfier un peu, surtout lorsque la loi est suggérée par un gouvernement, ce qui est le cas ici. On parle bien du ministre de la Justice qui dépose le projet de loi. Surtout aussi lorsque ça découle en fait d'une obligation posée par l'Union européenne. Parce qu'en matière de corruption, l'Union européenne, pour l'instant, c'est clairement pas un modèle à suivre. Donc voilà, mais c'est un premier pas, c'est un bon premier pas. Il va falloir voir simplement en pratique comment c'est mis en œuvre et puis faire attention au fait que, comme je vous le disais, ces lois ont parfois des effets pervers, c'est-à-dire de peut-être parvenir à mieux identifier les lanceurs d'alerte. Aux États-Unis, je sais qu'une telle loi existe et que certains lanceurs d'alerte s'en plaignent, notamment parce que pour bénéficier de la protection en question, ils sont limités dans les propos qu'ils doivent tenir, c'est-à-dire qu'ils doivent se contenter, en tout cas aux États-Unis, un peu comme les témoins devant un magistrat, de parler des faits et uniquement des faits dont ils ont été témoins.
Et en réalité, elles ne peuvent pas étendre leur analyse sur des analyses plus générales. Ça, c'est pour les États-Unis. Donc, il va falloir voir comment ça se passe en Europe, comment ça va se mettre en œuvre. Alors, voilà ce que j'avais pour vous aujourd'hui. Petite capsule donc. Et je vous souhaite une très très belle semaine. Et puis, je reviens vers vous dès que j'ai d'autres choses intéressantes à vous dire. À très bientôt. Au revoir. Et puis, tenez bon. Il ne faudrait pas oublier. J'espère que vos fêtes de Noël se sont bien passées, que vous avez évité, comme moi, les discussions pénibles autour de la table et de la bûche, et que vous faites le plein d'énergie pour repartir sur de bonnes bases au mois de janvier. À très bientôt, au revoir.